ce qui a intéressé en fait l'éditeur, c'est que j'ai réussi à comprendre à travers leurs interactions quelles étaient leurs attentes en termes de contenu. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Dubouré, consultant en social media. Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition client sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute. Ce podcast est réalisé en partenariat avec le site webmarketing.com. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et du métier que tu fais actuellement? Alors, en fait, moi j'ai eu déjà 3 carrières, si je peux en parler comme ça. Disons que je vais en parler comme ça, Okay. mais ça a été beaucoup plus chaotique et chaotique de manière subjective et objectivement, je me suis beaucoup cherchée. J'ai eu une première carrière en tant que consultante en stratégie pour les directions générales. Donc là, je bossais pour des grosses boîtes du CAC et je bossais à la fois sur tout ce qui était analyse financière et réorganisation, notamment pour des entreprises en voie de privatisation. Donc c'était il y a longtemps. Ça, c'était ma première carrière, donc c'était passionnant parce que je pouvais à la fois toucher à la partie financière, toucher à la partie organisationnelle. Et il y avait beaucoup de défis, mais en même temps, pour moi, il n'y avait pas vraiment de sens. Du coup, là, j'ai fait un virage à 180 degrés et j'ai été enseigner le français dans les collèges et lycées. Donc, j'ai repris des études d'histoire de l'art, de lettres, et j'ai commencé un travail d'enseignante. Donc, rien à voir du tout. J'ai adoré faire ce métier, mais je me suis rapidement ennuyée. Et un jour, en fait, j'ai rencontré une start-up qui lançait une plateforme d'autopublication de livres. Et à l'époque, moi, j'avais gagné un prix de poésie et donc j'avais été éditée. Et j'avais commencé à m'intéresser aux communautés d'auteurs en ligne. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé dans ce métier il y a 7-8 ans maintenant. Voilà. Donc, c'est ma 3e carrière. Okay. Et donc, ta 2e question, c'était quel est mon métier aujourd'hui ? Oui. Alors, il a pas mal évolué depuis 7-8 ans, mais en gros, aujourd'hui, je suis consultante et formatrice sur toutes les problématiques médias sociaux. Donc, stratégie médias sociaux, relations blogueurs-influenceurs. Et je dis encore blogueur parce que je travaille beaucoup avec le secteur de la culture. Il y a un côté comme ça, un peu tradi et enfin voilà, on n'est pas au même degré d'évolution que dans d'autres secteurs. Donc il y a cet aspect-là en fait que je le fais beaucoup avec des éditeurs, des acteurs du livre en général, des startups du livre aussi. Et j'ai une autre activité qui est complémentaire à mon sens, c'est d'accompagner des startups essentiellement avec un projet en rapport avec le secteur culturel sur le développement de leur communauté et aussi du business développement. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce que tu fais, du coup, quel est ton travail autour des communautés? Comment tu aides les startups ou des éditeurs ou d'autres acteurs dans le monde du livre par rapport à leur communauté? Ouais, je pense que le mieux c'est de t'en parler avec deux cas pratiques très concrets. Pour le groupe Delcourt, hein, donc là du côté édition, donc c'est un groupe de BD, essentiellement, enfin BD, manga, comics. J'ai passé du temps en fait à étudier les communautés sur les domaines éditoriaux sur lesquels ils étaient présents. Donc, je me suis aperçue que sur la BD, en fait, on n'avait pas de lectorat vraiment identifiable. En fonction de chaque domaine, on était soit sur des lecteurs qui
comment te dire ça simplement, pour du roman graphique par exemple, on était sur des lecteurs qui allaient adorer la littérature classique blanche, ce qu'on appelle comme ça. Pour des lecteurs de thriller, ils allaient adorer tout ce qui était finalement BD, mais en rapport avec des enquêtes ou une ambiance un peu noire comme ça. Donc là, on n'avait pas de profil type. Par contre, sur les segments manga et comics, là, on avait des communautés très identifiables avec des pratiques vraiment particulières. Donc, moi, je suis concrètement allée sur le terrain pour m'immerger dans ces communautés. J'ai repéré des influenceurs, j'ai regardé comment ils recommandaient le livre, mais j'en suis pas restée là en fait. Ensuite, j'ai été comprendre comment les lecteurs qui suivaient ces influenceurs et ensuite les lecteurs entre eux, comment ils s'organisaient, comment ils interagissaient, quels étaient les liens qui les reliaient les uns aux autres. Et surtout, ce qui a intéressé en fait l'éditeur, c'est que j'ai réussi à comprendre à travers leurs interactions quelles étaient leurs attentes en termes de contenu. Sur des lecteurs de manga notamment, on était très exigeant au niveau de l'expertise. Donc on n'allait pas demander simplement de l'information, on allait demander une explication de cette information. Donc il ne s'agit pas d'annoncer juste le prochain titre de la série de manga qu'on va publier, mais plutôt d'expliquer pourquoi on a choisi ce titre-là par rapport à la traduction japonaise. Donc là, on demandait vraiment quelque chose de très très détaillé, ce qui n'est pas le cas des communautés de lecteurs un peu plus généralistes. Pour mon client, concrètement, déjà ça a conforté ce qu'ils avaient identifié, ça l'a structuré et puis ils ont compris qu'ils devaient recentrer leur éditorial sur des choses beaucoup plus poussées. Donc les concours c'était bien, l'informationnel c'était bien, mais ils ont compris que par exemple quand ils signaient une nouvelle licence sur une série, il fallait qu'ils justifient, quand ils arrêtaient, il fallait qu'ils l'expliquent et donc ils avaient finalement des comptes à rendre beaucoup plus importants avec cette communauté-là qu'avec d'autres. Ça, c'est un exemple dans le secteur du livre. Côté start-up, alors, c'est pas du tout une start-up de la culture, mais bon, j'ai été amenée par les hasards de la vie à participer au projet Pool House. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non. C'est une start-up en fait qui propose donc, de l'économie sociale et solidaire, qui propose une boîte d'œufs, alors qui est un peu chère puisqu'elle coûte 6 €, mais elle permet en fait au pool de ne pas, d'être totalement traité. Je veux dire correctement, j'aurais du mal à l'expliquer, mais en gros, en fait, les poules, elles sont en surproduction. Et là, en l'occurrence, pour cette start-up, les poules qui ont produit pendant 3 ans énormément ne sont pas mises à l'abattoir, mais peuvent aller en maison de retraite. Donc, leur slogan, c'est l'œuf qui ne tue pas la poule. Ils avaient une problématique, c'est qu'ils avaient commencé à communiquer et en fait ils avaient pris en frontal la communauté végane, qui est très 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 active sur les médias sociaux et aussi qui n'hésite pas à polémiquer. Donc du coup c'était assez violent et ils lançaient une campagne de crowdfunding à ce moment-là, donc ils avaient besoin de réunir toutes les forces autour d'eux. Donc on s'interrogeait sur cette communauté végane, est-ce que c'est vraiment intéressant de poursuivre avec eux, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un discours qui puisse en fait les ramener au projet. Alors du coup on a été étudier ensemble cette communauté. On a vu qu'il n'y avait aucun moyen de les ramener vers le projet. Donc on a choisi de la mettre de côté tout en tenant un discours très clair sur les ambitions du projet. Et par contre, on s'est concentré sur les communautés qui allaient permettre de faire le second cercle et le troisième cercle. Et on a vu en fait que toutes les communautés qui permettaient de mettre en place une économie parallèle, comme le site MyTroc par exemple, étaient tout à fait des cibles pertinentes pour ce projet.
Et à partir de là, à partir de leurs attentes, de leurs interactions, de leur manière finalement de soutenir un projet, on a essayé de mettre en place un discours, des relais d'influence pour finalement embarquer cette communauté dans la campagne de crowdfunding. Ouais. Donc voilà, sur 2 exemples un peu différents, voilà comment ce travail peut se traduire Oui. à la fois dans la recherche et puis dans la mise en œuvre. Voilà. Oui, l'étude de la communauté va aider du coup dans le message marketing derrière pour permettre d'atteindre les objectifs de ton client, ou voire même finalement là sur cette question de la communauté végane, est-ce qu'on y va ou finalement est-ce qu'on n'y va pas? Ouais. Et finalement l'étude permet finalement d'éviter peut-être de prendre un trop gros risque d'aller les chercher et de se dire finalement non, il y a peu de chances que ça fonctionne, on va le faire autrement. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de construire un discours marketé et tout fait, mais c'est plutôt d'accentuer une des caractéristiques du projet ou du livre ou du spectacle, peu importe de ce qu'on propose, une de ces caractéristiques, l'accentuer, la mettre en avant pour justement engager la communauté qu'on va cibler. D'accord. C'est quoi les quelques conseils que tu pourrais donner à une entreprise qui cherche à mieux parler à sa communauté? Moi, je conseillerais en fait de s'immerger dedans réellement. Il y a une maison d'édition qui s'appelle Brajlon, qui édite essentiellement de la SFFF, c'est-à-dire de la science-fiction, fantasy, fantastique. C'est une communauté bien spécifique. Et en fait, ils ont compris que pour parler à cette communauté, il fallait quelqu'un en face qui ait les mêmes connaissances que cette communauté. Donc la plupart du temps, ils prennent des community managers qui sont fans de SFFF et qui connaissent aussi bien ce domaine que la communauté en face. À l'opposé, quand on voit par exemple certaines maisons généralistes essayer d'engager cette communauté-là ou celle du thriller, c'est impossible finalement d'être assez expert pour leur parler réellement. Donc ça fonctionne pas. Donc ils n'y arrivent pas. Donc le premier conseil que je recommanderais, c'est si vous voulez parler à une communauté réellement, c'est prenez un community manager qui est immergé dans cette communauté, qui est aussi passionné qu'elle et qui est capable d'avoir un échange constructif et expert sur les thématiques qui intéressent cette communauté. Le second conseil, c'est une fois que vous avez réuni des fans, des abonnés sur vos médias sociaux, c'est pas inintéressant d'aller comprendre qui ils sont. Ces fans, on a l'impression qu'ils souvent, quand on est une marque ou une entité, qui nous appartiennent. Pourtant, on les voit assez peu réagir. Et c'est souvent qu'on a pris des directions, elle s'est élargie en fait, la communauté, et puis on a pris des directions qui ne correspondent pas à tout le monde. Et je pense que de temps en temps, c'est bien de se poser pour essayer de comprendre qui c'est que l'on engage concrètement au quotidien. Ça permet de recentrer le discours. Et je pense que c'est nécessaire à toute marque ou entité qui a déjà un peu de vie sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est les 2 principaux conseils que je donnerais sur l'étude des communautés. Dans les clients, que ce soit les startups, soit les acteurs dans le livre ou dans la culture, c'est quoi leur principale douleur par rapport aux médias sociaux que tu arrives à En fait, le secteur du livre, et c'est aussi pour ça qu'il m'intéresse, c'est que c'est encore un secteur qui fonctionne un peu à contre-courant de l'économie traditionnelle. C'est très très centré sur l'offre, parce que le secteur s'est constitué comme ça. Il fallait faire remonter les ouvrages qui méritaient d'être montrés au public. Aujourd'hui, il y a encore ce système d'offres qui est très présent, surtout dans des maisons qui éditent ce qu'on appelle de la littérature blanche, classique, contemporaine. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a aussi des choses qui sont remontées
du côté des lecteurs. Donc, on a tout ce qui est young adulte qui est revenu. Donc, il y a cette dualité constante entre écouter les demandes en fait des consommateurs entre guillemets, des clients, et en même temps continuer à faire en sorte que certaines œuvres qui méritent d'être connues existent. Ça, c'est un défi quotidien. Tu peux me répéter ta question par contre, parce que du coup je pense que j'ai répondu en partie mais pas totalement. Oui, la question que je te posais, c'était par rapport à tes clients, quelles sont leurs principales douleurs par rapport aux médias sociaux? La douleur. Pour ces acteurs du livre un peu traditionnels, la douleur, c'est justement d'avoir besoin, voire d'être forcé aujourd'hui de considérer le lecteur. C'est pas simple, voilà, de trier entre ce qui doit venir uniquement de l'éditeur et ce qui est remonté de la base côté lecteur. En plus, les médias sociaux, en fait, ça a ouvert un champ des possibles. C'est-à-dire que dans des secteurs, et c'est le cas de la plupart des secteurs culturels, où il y a des chaînes extrêmement presque en silo, très structurées, où les acteurs ne se parlaient pas. Les réseaux sociaux aujourd'hui en fait ont ouvert quelque chose de direct, donc tout le monde parle à tout le monde, et moi je pense que c'est une richesse, mais pour les acteurs au début ça a été extrêmement perturbant. Ouais. Donc le travail en fait qui était une douleur au départ, c'est plus essayer de comprendre comment organiser le discours avec ces différents acteurs qui finalement n'avaient pas lieu avant. Juste pour revenir sur ce que tu disais, sur ton travail ton travail en profondeur sur la communauté, qu'est-ce que tu proposes ensuite comme action? Une fois que tu as fait l'étude et que tu es capable alors je sais pas, qu'est-ce que tu en ressors? Tu en sors des profils, tu en sors des messages, et tu vois des leviers en fait que tu pourras utiliser dans ta communication. Une fois cette étude faite, qu'est-ce que tu proposes comme action à tes clients? Ça dépend des organisations auxquelles j'ai affaire. Hein. C'est-à-dire que parfois, juste l'analyse en soi suffit. Et je laisse ça mûrir par les gens qui font en interne. Et eux le récupèrent. Après, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des préconisations et on peut aller jusqu'à affiner un discours ou même mettre en rapport l'identité de la marque avec les attentes de la communauté. Et là, on peut tisser ça bien plus loin. Mais j'ai pas eu encore beaucoup à le faire. Souvent, les acteurs avec lesquels j'ai travaillé, rien que travailler le discours, avoir conscience des attentes et donc travailler le discours par rapport à ça, déjà c'est quelque chose d'impactant et donc ils ont besoin de le mûrir et de le réfléchir. Sur le marché de façon globale, est-ce que tu connais des gens comme toi qui font ce genre de travail? Moi, ça me semble un peu... j'ai pas eu l'habitude de voir ce genre de travail en profondeur, parce qu'on n'a peut-être pas forcément échangé, mais on avait déjà échangé ensemble un peu avant, et tu me disais que vraiment, tu en as parlé un petit peu, où finalement, c'est pas seulement une communauté, il y a des gens derrière, et c'est de s'intéresser aussi au profil sociologique. Ouais. Je n'ai pas connaissance, en fait, qu'il y ait des gens qui fassent ça. Moi, je suis beaucoup, effectivement, enfin, j'ai eu un petit cursus aussi en sociologie en Master 2 et ça m'a beaucoup marqué. Et je me suis intéressée à ça de manière spontanée parce que ça me semblait pertinent quand on pensait communication sur les médias sociaux. Et je voyais pas comment c'était possible autrement. Pour moi, les gens étaient reliés les uns aux autres. Et c'est seulement en prenant conscience de la qualité de ces liens qu'on arrivait à comprendre en fait à qui on parlait réellement. Et je pense que ouais, peut-être que c'est pas encore très pratiqué aujourd'hui, mais
c'est à mon sens de plus en plus nécessaire, surtout dans la culture où on a des communautés qui sont déjà présentes et autogénérées. On est sur des biens symboliques. Et pour des biens symboliques, en fait, on réunit des passionnés. Mmh. Et donc, ils sont déjà présents et ils parlent déjà des produits sur des espaces, de ce qu'ils font, des pièces qu'ils vont voir, des livres qu'ils lisent, des musées qu'ils ont visités, des expositions. Donc, pour moi, il ne s'agit pas simplement de les ramener vers des entités, il s'agit d'écouter ces conversations. Alors, il y a beaucoup d'outils de social listening qui sont en train d'arriver. Je suis pas certaine qu'on puisse en tirer du qualitatif pour l'instant. Je pense qu'ils sont très pertinents. J'en ai testé quelques-uns qui sont intéressants. Ils renvoient des informations quantitatives qui permettent de dégrossir. Mais pour écouter véritablement, à mon sens, il n'y a rien de mieux que de se placer dans la position d'un CM potentiel qui aurait l'occasion en fait d'écouter une communauté qui s'est autogénérée, donc pas une communauté de marque, mais une communauté d'intérêt, et de se mettre à la place d'un de ses membres et de comprendre quel est le mécanisme de cette communauté et sur quoi reposent les liens qui lui ont permis finalement de se constituer. Je vais te poser une question un peu sur alors, l'avenir du livre, même si on sait que les gens lisent moins. Mais qu'est-ce que tu penses d'Amazon, mais sur cette idée qu'il l'est déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'on peut être, je crois, auteur chez Amazon, on peut être inscrit sur la plateforme et ils peuvent directement imprimer nos livres à la demande quand un consommateur vient acheter sur la plateforme. On n'a plus besoin d'éditeur. Est-ce que ça, le fait que les gens, tu en as parlé d'ailleurs au début, cette auto-édition, alors je sais qu'il y a une femme aux États-Unis qui a vendu des millions de livres, mais bon, c'est toujours une exception, je pense, par rapport à l'ensemble des auteurs qui s'auto-éditent. Mais comment tu vois ça, un peu ce changement dans l'édition? Moi, j'ai commencé en travaillant avec les auteurs, et notamment avec des auteurs auto-édités. Donc, au début, j'avoue, l'auto-édition, ça m'a enthousiasmée. Ça m'enthousiasme toujours. C'est-à-dire que je trouve que c'est un moyen pour les auteurs de se professionnaliser, de se faire connaître, de commencer finalement à intéresser une communauté autour de leur travail. Et on voit régulièrement des auteurs extrêmement suivis sur les médias sociaux ou juste simplement, pour l'instant, des aspirants écrivains, mais qui écrivent régulièrement sur leur page Facebook ou sur leur compte Instagram, trouver des éditeurs. Aux États-Unis, il y a même des poètes comme R.N. Drake, j'espère ne pas écorcher son nom, qui a un compte Instagram à plusieurs millions d'abonnés et qui est édité. Pour moi, l'idée même qu'un poète aujourd'hui puisse vendre des livres, trouver un éditeur de manière automatique et vendre beaucoup de livres, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est ce qui m'a attirée en fait dans ce métier, c'est la faculté en fait qu'ont les médias sociaux à être de formidables outils de médiation et de diffusion de la culture et du livre. Donc l'auto-édition, pour moi, ça va là-dedans. Après, Amazon en soi, c'est un vrai problème pour le secteur de l'édition française. Au-delà de l'auto-édition, c'est un acteur qui finalement aujourd'hui impose un peu ses lois, qui possède quasiment toute la data lecteur, qui la partage pas, qui la fait payer très cher. Bon, ça complexifie énormément le travail d'un secteur finalement qui avait l'habitude de bien marcher sans lui. Enfin, voilà, ça pose énormément de questions. Donc, du coup, il y a plein d'initiatives, notamment une sur laquelle je travaille avec une start-up pour essayer de donner aux éditeurs les moyens de récupérer leur data lecteur. Parce que, je ne sais pas si tu vois, mais dans
dans le monde du livre, en fait, les points de vente ne sont pas digitalisés. Tu as soit les librairies, et elles sont là, effectivement, elles sont à peine informatisées, ou alors seulement les plus avancées. Et il n'y a pas de partage de données entre les points de vente, donc les librairies ou les Fnac, les Cultura, et les éditeurs de l'autre côté. Donc du coup, on n'a pas de moyen de tracer le parcours client ou le parcours lecteur. Et ça, Amazon, lui, il y arrive sur le web. Voilà, c'est une problématique qu'il va falloir résoudre, je pense, à terme. Ok, très bien. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, merci à toi pour l'invitation et puis pour les questions. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pibouret. À bientôt.